vous remercier et vous féliciter, parce que depuis quelques mois, on entend tellement parler de politique, on a un tel battage médiatique, que ce soir, venir vous écouter parler de politique encore et parler des élections législatives, bravo, je vous félicite. Voilà, depuis quelques mois, effectivement, nous avons lancé, avec Brigitte, notre candidature pour les élections législatives. Alors, vous allez me dire pourquoi une candidature pour les élections législatives? Eh bien, écoutez, c'est très simple, parce que je crois qu'il n'y a jamais eu autant besoin en France d'alternatives politiques. Ce besoin s'est ressenti tout le long des campagnes que l'on vient de vivre. On a eu une campagne très spéciale, angoissante, qui a été finalement, qui aurait dû être basée sur des projets qui généraient la confiance, et qui était basée finalement sur des affaires qui ont généré la défiance. Ce premier tour des élections législatives a vu un phénomène unique en France. Les deux grands partis de pouvoir traditionnels ont été éliminés dès le premier tour. C'est quand même quelque chose d'énorme. Puis dans la deuxième partie de cette élection, on en est venu à élire un jeune président de 39 ans que personne ne connaissait il y a 3 ans. Et le deuxième tour l'a porté très largement en tête devant le Front National. Je crois que ce président aura des difficultés à avoir autour de lui une majorité d'accompagnement. Je crois que jamais les élections législatives autour du projet que porte le président n'ont jamais été aussi fondamentales. Moi, c'est pour ça que je considère qu'il faut se battre pour cette élection et que si on veut que ça change, il faut changer de député. On va faire la démonstration à Toulon que les députés sont élus et non pas nommés. Au niveau national, donc, cette évolution, et vous avez vu aujourd'hui, l'élément nouveau, c'est la nomination du gouvernement. Il y a un gouvernement qui fait rentrer des anciens socialistes, des gens de droite, même des sarkozystes, il y a un sarkozyste dans le groupe, des centristes de l'UDI et des gens de la société civile tout à fait nouveau. Je crois que cette évolution est intéressante et moi je me félicite de la rentrée de Bruno Le Maire dans le gouvernement que j'ai toujours soutenu depuis le début, pour ceux qui m'ont suivi. Je pense qu'il avait un projet qui était très proche d'ailleurs de celui de Fillon, mais qui était plus souple et beaucoup plus adaptatif à la société qui est la nôtre. Donc voilà à peu près l'état des lieux où on en est à l'heure actuelle. Par contre, à Toulon, que se passe-t-il? Mais à Toulon, je crois qu'on a un risque qui est majeur. On a le Front National qui a fait le meilleur taux dans une ville de plus de 100 000 habitants. Vous savez que les chiffres du Front National sont en fonction en fait, de la taille des villes. Plus elles sont petites, plus le Front National est efficace. Là où il y a moins de criminalité, c'est là où on vote le plus criminalité. C'est un peu bizarre. Donc à Toulon, on a une menace sérieuse. Les estimations laissent penser qu'il y a au moins 4 circonscriptions qui sont en péril face au Front National à Toulon. Et moi, je considère que ce n'est pas une députée qui a été déjà 3 fois élue et qui brigue un 4e mandat, et qui n'a jamais été très présente et très active à Paris, qui va pouvoir s'opposer sérieusement au Front National. Non, elle ne peut pas y arriver. D'ailleurs, elle n'y arrive même pas pour la campagne. Pour la campagne, ils sont obligés de se mettre à 3 sur la photo. Ils sont obligés de faire un trio. Ce n'est pas un trio, les élections législatives. Ils sont obligés de recruter des gens, spontanément ou non, pour les mettre sur la photo, tout autour, et puis tous ceux qu'on met sur la photo, qui sont d'ailleurs, quelques-uns font partie de mes soutiens, mais je n'ose pas le dire. Voilà. On met juste devant celui qui a été condamné pour malversation, qui n'est pas condamné, mis en examen pour malversation, et alors que moi, on m'a fait une éviction du conseil municipal, de l'équipe municipale, simplement parce que je me présentais aux élections législatives. Moi, je crois que cette éviction est la preuve de leur fragilité et de leur crainte. On a une campagne où on voit distribuer des subventions à tour de bras. Regardez le programme du prochain conseil municipal. Regardez le programme du dernier. Le prochain, ce n'est quasiment que des subventions qui sont distribuées à droite à gauche. En plus, on met une conviction pressante, parfois très pressante, sur les employés des collectivités publiques. Moi, je pense que c'est des méthodes qui sont complètement dépassées et qui ne méritent pas le respect des Toulonnais. Le renouveau, je prône depuis toujours, qu'est-ce que c'est? C'est pas une question d'état civil, hein, j'ai plus l'âge du renouveau point de vue état civil, c'est évident. Mais le renouveau, c'est d'avoir des gens volontaires autour de soi, d'avoir des gens déterminés,
des gens jeunes comme mon directeur de campagne qui a 26 ans, qui sont déterminés. Et notre rôle, c'est de valoriser ces éléments-là. On ne peut pas faire campagne uniquement avec des gens qui sont vos dévoués et qui sont dépendants parfois ou d'un emploi ou d'une subvention. Donc voilà comment ça se présente à Toulon au niveau du positionnement sortant. Au niveau du Front National, mais on a vu pendant la campagne, finalement, ils n'avaient pas de projet sérieux. Leur présidente était incapable, lors de nos débats, de l'exposer sérieusement. Ils ont l'Europe qui est en train de les couper complètement en deux, notamment le départ de Marion Maréchal Le Pen. Et dans le cadre de cette évolution, on s'est rendu compte que finalement, il restait uniquement un parti d'opposition et qu'il n'avait pas les moyens d'accéder au pouvoir. Quant aux socialistes et à la gauche, ils sont complètement imités, je dirais que j'en parlerai quasiment pas du coup. Il y en a certains qui sont recyclés chez les marcheurs, et chez les marcheurs, bon, tout en plus on a eu un gars que toute la France entière a vu, on a donné l'investiture à Boudjelal, puis on l'a relevé. Donc il a fallu trouver une candidate de dépannage. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais moi j'ai croisé personne encore qui la connaissait et qui savait d'où elle venait. Pour la gauche plus marquée, les mélenchonistes, eh bien, je crois qu'ils ont fait la preuve qu'eux aussi ne souhaitaient pas le pouvoir, qu'ils étaient surtout un parti d'opposition. Ils ont fait la preuve que finalement, quand la France était en péril, ils préféraient jouer leur jeu politique que plutôt soutenir la France et appeler à voter contre le Front National. Alors ils font rêver, on nous dit. Ils font rêver, c'est très bien. Alors, moi, avec 200 milliards de déficit en plus, je sais faire rêver n'importe qui aussi, ça ne me pose aucun problème. Je crois qu'on ne peut pas les suivre sur ce plan-là, parce que du point de vue économique, ça n'est pas. Voilà, donc vous comprenez qu'on est dans un imbroglio politique tout à fait considérable, qu'on a un gouvernement qui vient d'être constitué, qui est fait de techniciens, qui est fait de gens de droite et de gauche. Et moi, ma position au milieu de tout ça, elle est claire. Je n'ai jamais voulu m'engager derrière En Marche, je n'ai jamais demandé d'investiture. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas donner un blanc-seing des socialistes recyclés. J'attendais de voir sur le réel. Le réel, on l'a vécu pour le moment, c'est le premier discours le soir de l'élection, et ça a été la constitution de ce gouvernement. Je ne serai pas non plus dans la droite revancharde, telle qu'on la voit pousser. Le président des Républicains, à l'heure actuelle, appelle au boycott et même à démissionner de force les ministres républicains qui sont rentrés dans le gouvernement. Moi, je crois que là aussi, ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur pourquoi? Parce que sortis de ces élections législatives, En Marche n'aura probablement pas de majorité. Mais les Républicains n'en auront pas non plus. Donc il va bien falloir travailler ensemble pour l'intérêt du pays. Il va falloir s'organiser sur des majorités de projets que l'on va faire avancer. Et moi, c'est la voie que je veux suivre. Et c'est la voie qui est celle des ministres de droite qui sont rentrés au gouvernement. En plus, la droite, on le sait, va exploser en deux morceaux probablement. Là, il y a plus de 150 députés qui ont fait signer un engagement qui se rapproche de ce que je suis en train de vous dire ce soir. Voilà. Donc on n'est pas seul. Donc la droite revancharde de Barouin, moi, ce n'est pas la mienne. Donc voilà, pour cette campagne, eh bien, pour vendre ce que je viens de vous dire, toutes les idées que l'on offre là, on a décidé de se mettre au travail. On a décidé de mettre au travail, on a commencé à faire le tour des quartiers, rencontrer un petit peu les gens, et puis se réunir, comme ce soir, dans toutes les réunions de quartier. On en a fait 4, on a fait Claré, on a fait le Bourrion, on a fait Saint-Jean-du-Var, voilà, et on va encore en faire d'autres de réunions. On va faire une réunion au Pont du Las bientôt, la semaine prochaine on en fait une sur le port, et on fera une grande réunion terminale. Je vous incite à tous venir d'ailleurs le 8 juin dans la salle de l'UPV qui est sur la place de la Liberté. Donc voilà le travail qui est en route. Pour ce travail, bien sûr, il faut une équipe il y a un certain nombre de membres d'équipe qui sont là, mon directeur de campagne, Morgane, qui est tout jeune, et puis l'élément pierre angulaire de l'équipe, de ma suppléante, Brigitte. Voilà. Vous la connaissez peut-être pas trop, moi certains peut-être ici ne me connaissent pas trop, donc ce qu'on va faire est très mal poli. L'un et l'autre, on va parler de nous pendant quelques instants, on va se présenter un petit peu. Brigitte. Je dirais que j'ai eu à l'esprit, lorsque Philippe a demandé d'être sa suppléante, deux citations de personnes qui sont connues. La première, c'est Camus, quand il a dit déjà à son époque que la société politique contemporaine
de son temps, était une machine à désespérer les hommes. Et puis une autre d'Aristide Briand, que vous connaissez aussi, qui dit que le politique, c'est l'art de concilier le possible avec le désirable. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je suis une citoyenne paisible qui reste dans mes certitudes et peut-être aussi mes angoisses, vu la situation actuelle, ou est-ce que j'essaie de m'engager avec mes possibilités de femme active, mère, avec les responsabilités d'une mère et les responsabilités d'une femme qui travaille. Et je m'engage auprès de Philippe parce que le projet dont il me parle, c'est un projet qui me semble juste, et puis qui me semble cohérent, et puis je me dis aussi finalement c'est un homme d'expérience parce qu'il a plus de 15 ans dans une équipe municipale, parce qu'il a été au sein, je dirais, dans un domaine qui est un domaine fort pour une ville qui est l'urbanisme. Alors je me dis finalement peut-être que le risque est mesuré, en tout cas le risque humain, à mon sens il n'y en a pas, parce qu'il ne pourra que m'enrichir, et c'est une expérience quand même citoyenne et intéressante. Et puis je me dis que derrière ce qu'il propose, il y a une volonté qui est claire, et puis qui est courageuse. Il vous a indiqué ce qui s'est passé, ce qui peut encore se passer, et que finalement ce qui le motive et ce qui est à la fois juste et solide, c'est les idées qu'il porte. Et quand on porte des idées justes et solides, on a une énergie qui vous porte et qui peut porter aussi l'équipe qui vous entoure. Et c'est vrai qu'ensuite, il m'a présenté les gens qui étaient avec, les personnes pardon, qui étaient avec lui. Et là, je dirais qu'on est séduite par une énergie, je dirais, rayonnante et qui porte, je dirais, un espoir. Et c'est vrai qu'actuellement, on sent que la société change. On sent que quand on est mère de famille et qu'il ne faut pas louper le train et il faut le prendre, et puis tant pis, il faut y aller. Et je me suis dit que c'était peut-être le moment, avec une petite expérience de citoyenne et de femme. Alors, je dirais que ce que je peux apporter humblement à cette équipe, c'est mon expérience de Toulonnaise, de femme toulonnaise qui travaille, avec une coloration peut-être un peu particulière parce que je suis avocat. Et de ce fait, si vous voulez, j'ai un peu une connaissance pas des alcôves, parce que ce n'est pas le cas, mais une situation peut-être un peu intime de notre société. Donc ça peut être intéressant, en tout cas ça peut être un plus dans la façon dont on peut approcher le problème. Et puis je suis toulonnaise de cœur et je dirais de famille, donc j'ai en moi un amour de ma ville et des connaissances de ma ville qui m'ont construite, qui m'ont forgée. Et puis aussi j'ai eu cette envie de participer à ce projet que j'ai trouvé bien porteur. Voilà, et c'est pour ça que je me suis jointe à cette équipe. Brigitte, merci. Très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas bien, j'ai 64 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, je suis un Toulonnais de toujours. Mon père était un petit commerçant du centre-ville, mes 2 grands-pères étaient officiers de marine, on est tous marins dans la ville. J'ai fait mes études à Pérez, puis à Dumont-Durville, à Rhodes. Puis je suis parti faire mes études de médecine à Marseille, je suis revenu pour être chef du département de cardiologie de l'hôpital. Puis c'est là que j'ai connu Hubert Falco à rue, qui s'est scindé en deux. J'avais hésité, moi, un petit peu à aller à l'UMP. Hubert nous avait demandé de prendre la carte de l'UMP. J'avais demandé conseil de mon ami Leonetti qui m'a du fond. Puis, je n'ai pas trouvé les tendances que j'espérais. Donc, je suis devenu président du Parti Radical. On pouvait cumuler les deux à l'époque. Et puis là, l'UMP, après, a explosé. Il est devenu l'UDI. Bon, l'UDI, moi, je suis resté donc au Parti Radical, mais l'UDI, à l'heure actuelle, vous savez, je pense que dans le temps qui vient, on n'entendra plus tellement parler. Voilà. Donc, je me retrouve un peu, je veux dire, sans position claire dans le cadre d'un parti, mais par contre avec une position déterminée dans l'axe et dans la pensée. Si les partis ont bougé autour, moi je n'ai pas bougé dans ce que je pense. Et notamment, beaucoup d'entre vous le savent, au premier tour des primaires, j'ai soutenu Bruno Le Maire, pour lequel j'ai eu le bonheur qu'il ait été nommé ministre des Finances aujourd'hui, donc un ministère où il a toujours rêvé. Donc voilà à peu près les orientations, et avec ces orientations, donc, comme je le disais tout à l'heure, on est parti faire le tour un petit peu de la ville, rencontrer les Toulonnais. Alors les Toulonnais, c'est comme tous les Français. Quand on leur demande est-ce que ça va bien, la réponse c'est non.
Quand on réponse quelle est la solution, qu'est-ce que vous voulez, là, c'est plus compliqué. On n'arrive pas à avoir de réponse très claire, surtout si on va vers les extrêmes. Par contre, si on leur demande ce qu'ils veulent de leur politique, là, les réponses, elles sont claires et instantanées. Ils veulent du courage et de la morale. Alors, du courage, je crois que par la décision que j'ai prise pour cette candidature, j'en ai fait la preuve. Et la morale, je considère que c'est un pilier actuel de la politique. Vous allez voir que les premières lois votées et décidées, qui seront promues demain au Conseil des ministres, concernent la réforme de la vie publique et de la moralisation de la vie publique. Donc la morale est un élément absolument central. Moi, j'ai toujours dit qu'il y avait trois choses qui étaient fondamentales. Avoir une morale, une vision et un projet. La morale, ma vision, elle est très simple. C'est une vision libérale, mais sociale, européenne et écologique. Mon projet, c'est quoi? C'est d'être un député actif, un député présent et un député qui fait son travail. Alors, qu'est-ce que c'est le travail d'un député? Le travail d'un député, bien sûr, le premier que tout le monde connaît, c'est de faire les lois. C'est-à-dire de voter ou de ne pas les voter au Parlement. C'est de voter des amendements éventuellement. C'est de siéger en commission. Le deuxième rôle, qui est quand même très important dans la vie d'un député et qu'on oublie complètement, quoi qu'on se l'ait rappelé avec l'histoire du 49.3, c'est le contrôle du gouvernement. Les députés socialistes qui n'étaient pas d'accord avec le gouvernement auraient pu le faire tomber après le 49. Il suffisait qu'ils ne votent pas la confiance. Mais ils ont préféré protéger leur petite position tranquille plutôt que défendre leurs convictions. Et moi, je trouve ça inadmissible. Quand on est élu sur des convictions, on doit les tenir jusqu'au bout. Troisième action, et qui est très largement oubliée, c'est le contrôle financier de l'action du gouvernement. Il y a quand même 577 députés. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis des années? Tant à droite qu'à gauche, tous ces députés qui ont voté pendant 30 ans des budgets en déséquilibre qui nous amènent maintenant une dette de plus de 2000 milliards. C'est tout à fait incroyable. Et la quatrième fonction du député, c'est avant tout ce que j'appelle le rendre compte. C'est-à-dire de retourner auprès du citoyen, d'abord pour avoir l'information de ce qu'il veut qu'on défende de nos travaux, et d'autre part, qu'il rende compte du travail qu'il a fait là-bas. Le député, en même temps, doit bien sûr avoir une action de lobbying et de défense des intérêts de sa circonscription, tant dans la constitution des lois que dans les relations aussi avec les entreprises qu'on essaie de rabattre vers notre circonscription. Voilà les rôles que je considère comme fondamentaux du député, mais je ne vais pas vous exposer maintenant un projet, un programme, parce que quand on est dans le législatif, on n'a pas de programme, c'est l'exécutif qui a un programme. Mais par contre, on a des idées, et là, je peux vous les exposer. Si vous avez des choix particuliers de thèmes, si vous souhaitez les répondre, n'hésitez pas, faites-le largement, et j'ouvrirai le débat avec la salle, c'est tout à fait notre accord. Je vous propose qu'on démarre par l'économie et l'emploi. Moi, je pense qu'on est dans une société libérale ouverte. D'autres prônent le repli sur soi. Le repli sur soi, c'est l'étouffement, c'est la mort. On ne va pas finir économiquement comme la Corée du Nord ou comme l'Allemagne. Le repli sur soi, c'est la fin des systèmes commerciaux qui nous entourent. Alors oui, je suis pour une économie libérale, mais pas n'importe quelle économie libérale. Pour une économie libérale régulée, c'est-à-dire que l'État fasse son travail de contrôle et de surveillance de l'économie. Le problème qu'on a en France, c'est qu'on a un État à qui on ne peut pas faire confiance. On ne peut pas faire confiance, comme je disais tout à l'heure, parce que depuis 30 ans, on vote des budgets en déséquilibre et que ce sérieux dont on avait besoin, on ne l'a pas eu pendant trop longtemps. Alors oui, la dette devient un problème majeur, temporisé un peu momentanément par les taux qui sont bas, mais vous savez que ça peut flamber du jour au lendemain. Mais ce n'est pas le plus grave de notre pays. Le problème le plus grave, on en parle très rarement. C'est que la balance des paiements est complètement déséquilibrée. Qu'est-ce que ça veut dire une balance des paiements déséquilibrée? Ça veut dire qu'on achète à l'extérieur beaucoup plus que ce que l'on vend. Et vous, chez vous, quand vous achetez plus que ce que vous vendez, qu'est-ce que vous faites au bout d'un moment? Vous vous appauvrissez. Et quand vous appauvrissez, vous vendez les bijoux de famille. Et on le voit, on vend les entreprises du CAC 40, on vend les aéroports, on vend les grands hôtels, on vend les équipes de foot. Voilà. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et à terme, on ne pourra pas continuer comme ça. Alors on nous compare toujours à l'Allemagne.
l'Allemagne, on dirait, c'est vrai que l'Allemagne, elle a une balance des paiements tout à fait positive avec des excédents considérables. La Belgique aussi. Mais même des pays que l'on a tendance à voir de haut, l'Italie par exemple, a une balance des paiements tout à fait positive. Donc il va falloir demain que l'on rééquilibre cette balance des paiements, qu'on réveille l'activité économique de notre pays. Et cette activité économique, on la réveillera par les PME, par les petites entreprises, en leur donnant de la liberté économique, certainement, en évitant qu'il y ait trop de charges financières, mais peut-être ils ont une pression encore pire que la pression financière, c'est la pression administrative qu'on leur fait, les blocages administratifs que l'on fait, et le poids administratif qui empêche les toutes petites entreprises de se créer, et après qui empêche les grandes entreprises de se développer, de devenir. On manque de PME de grande dimension. Quand on se compare à l'Allemagne, l'Allemagne a beaucoup de PME de grande dimension, et nous, on a des tailles beaucoup plus petites, notamment parce qu'il est quasiment impossible de les transmettre dans la famille, donc les entreprises familiales disparaissent entre autres, alors qu'on peut trouver de simples solutions, c'est-à-dire que la taxation au moment de la transmission d'une entreprise filialement, par exemple, n'est pas obligée de se faire au moment où la transmission se fait, mais au moment où on vend finalement l'entreprise, et ça résoudrait totalement le problème. Il suffit de décider, ce n'est qu'une question de volonté. Donc l'activité économique, on peut la réveiller bien sûr par ça. La relance, on en parle depuis des années, comme si on ne l'avait pas faite. Ça fait 30 ans qu'on fait de la relance par la consommation. La relance, il faut la faire par l'investissement. Il faut créer de l'activité économique qui générera des emplois. Alors, on nous parle toujours essentiellement d'emploi. Bien sûr, parce que c'est le malheur que plonge notre pays. Il suffit de circuler un peu en ville pour voir les difficultés que ça peut représenter pour beaucoup de monde. Ce chômage, on arrivera à le battre par le développement économique et la croissance qu'on créera avec les méthodes que je viens de vous donner. Mais pas uniquement par ça. Moi, je crois une deuxième chose qui est fondamentale, c'est la formation. L'éducation et la formation sont la base de l'avenir de notre pays. L'éducation de nos enfants et la formation des adultes, parce que sans arrêt, dans les temps qui viennent, régulièrement, on aura tendance à changer d'emploi. Cette formation professionnelle, à l'heure actuelle, c'est 35 milliards d'euros. 35 milliards d'euros, tous ceux qui ont travaillé dans les grandes entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, savent que la plupart du temps, c'est fait pour des choses qui n'ont pas grand intérêt. Donc il serait logique de réserver une grande partie de cette enveloppe, de le renégocier entre les partenaires sociaux et l'ordre, pour que ce soit utilisé pour les personnes qui en ont le plus besoin, à savoir ceux qui viennent de perdre leur emploi. Il est inacceptable que quelqu'un qui vient de perdre son emploi n'ait pas automatiquement une formation, qu'elle n'ait pas retrouvé d'emploi pour accéder à un autre emploi. Je partage un peu les idées de Jean Tirole, le prix Nobel d'économie, comme quoi il y a de bonnes entreprises qui ne licencient pas et de mauvaises entreprises qui licencient. Et alors que, point de vue cotisation sociale de chômage, tout le monde fait pareil. Les bons comptent pour les mauvais. Donc lui, il prône, je trouve que l'idée est excellente, de mettre un bonus-malus sur les entreprises qui licencient ou qui ne licencient pas. Voilà sur le plan économique. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, vous aviez fait de parler de la dette parce que très curieusement, dans la campagne électorale, on n'a pas parlé du tout. Et d'autre part, vous savez sûrement que l'euro est condamné à terme. Parce que vous avez parlé de la balance commerciale. Il n'y a que l'Allemagne qui a 700-800 milliards d'excédifs. Tous les autres sont en fonctionnement. Alors tout l'argent qui vient du sud de l'Europe a été émis par la Banque Centrale Européenne, mais sur des créances qui ne valent rien du tout. Alors l'Allemagne se ronge de soucis et l'euro est condamné. Alors il faut le savoir quand même. Parce que, deuxièmement, on a perdu la souveraineté sur la monnaie. Alors ce sont des gens qui décident au-dessus des gouvernements, qui veulent s'agiter pour pas grand-chose, parce qu'on a perdu le contrôle de la monnaie. Alors, vous faites très bien d'évoquer cette question, et je crois qu'on va parler un petit peu de l'Europe en même temps. Mais l'Europe, elle ne sert à rien. Alors, l'Europe ne sert à rien. Regardez, ça marche très bien sans Europe. Il y a beaucoup d'entreprises multinationales, qui ont beaucoup de sous-traitants internationaux, et l'Europe n'a absolument aucun intérêt. Alors, monsieur, moi je vous dis clairement, je suis un Européen convaincu, mais je pense que l'Europe est morte. L'Europe, telle que je la rêvais, l'Europe des peuples, faite par les peuples, pour les peuples. Celle-là, elle a pris un coup dans l'aile qui est absolument majeur. L'Europe a joué son rôle à 3 moments. Elle a joué son rôle dans l'immédiat après-guerre, pour stabiliser la paix en Europe. Elle a joué son rôle dans le grand marché.
Et elle a joué son rôle à un moment qu'on oublie souvent, parce qu'on n'en a vu que le côté négatif. Quand l'Europe s'est élargie d'un coup, ça crée des tas de problèmes. On a oublié que ça a solutionné beaucoup de choses. C'est la stabilité par rapport aux pays de l'Est. Il n'aurait pas fallu qu'en Europe, il se passe la même chose que ce qui se passe en Ukraine. Et si on n'avait pas eu l'Europe, tout ça, on n'aurait pas. Alors maintenant, c'est sûr que l'Europe, elle est morte de quoi? Elle est morte de l'euro, comme vous dites, parce que l'euro, on n'a pas eu une politique financière et une politique sociale qui allait avec, donc une monnaie sans politique, ça ne tient pas debout. Ça ne reflète pas la réalité. Ça ne reflète pas la réalité, vous avez tout à fait raison. Le deuxième élément, c'est quand même le fait que quand on a demandé l'avis au peuple, ben on ne les a pas écoutés, ce qui est quand même dramatique. Ah oui, mais c'est de la forfaiture, ça. Bien sûr, bien sûr. Et l'Europe vient de mourir définitivement dans sa forme passée de deux choses, du Brexit et de l'incapacité à gérer les flux migratoires. Alors, le problème, c'est de savoir ce qu'on fait maintenant, quand on a fait le constat que tout allait mal, que ce dont on rêvait n'est pas arrivé. C'est où on abandonne, on ne dit pas d'Europe, où on essaie de la reconstruire d'une manière différente et intelligente. Voilà. Moi, je crois à une Europe, à redémarrer sur la base d'une Europe des nations, par des petits groupes de pays, notamment les pays fondateurs. C'est ce qu'on voit en train d'apparaître. Le débat qu'il y a à l'heure actuelle entre la France et l'Allemagne, je crois que l'Allemagne s'est fait très peur en craignant que les extrêmes prennent le pouvoir de notre pays. Ils seront peut-être un petit peu plus conciliants à faire des efforts et notamment régler le problème de leurs excédents qui sont tout à fait primordiaux. Les présidents de la République française, une fois élus, pour tout de suite à Berlin chercher leurs ordres. Oh, ils vont se présenter et réciproquement. Mais le problème, c'est qu'il existe tellement qu'on ne la voit plus venir, tout le monde la connaît, elle est là depuis des années. Voilà, donc moi je pense qu'il va falloir recommencer morceau par morceau et sur la base de grands projets, comme vous dites. Il y a eu des très grands projets qui ont été faits en Europe, il y a Airbus, il y a Ariane Espace, mais on a de très très grands projets à réaliser en Europe, et notamment dans le cadre économique et industriel. Vous savez que l'avenir, c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle, c'est les nanotechnologies, et c'est toutes les grandes biotechnologies. Et là, on a besoin notamment de grandes structures de recherche et de développement européens qui seront les seuls à pouvoir nous défendre contre tout ça. Mais par contre, l'Europe qui s'occupe de la taille des bananes ou du poids des camemberts, je crois que ça n'intéresse personne. Et je crois que surtout, il y a des hommes qui ont tué l'image de l'Europe. Quand on voit Juncker, qui est le président à l'heure actuelle, qui était quand même celui qui a créé le dumping fiscal au Luxembourg, et quand on voit Barroso, dès qu'il a quitté l'Europe, il est allé plonger dans une banque qui a créé le traficouillage grec, ça c'est inacceptable. Et personne ne peut l'accepter. Et quand on est révolté contre l'Europe, je le comprends complètement. Mais moi, je me battrai pour qu'on en reconstruise une, et une qui répond à vos envies et à vos besoins. Mais vous savez, vous connaissez le principe de subsidiarité, comme ça se passe en Suisse d'ailleurs. Hein. C'est d'abord, ça part d'en bas et ça part pas d'en haut. Eh bien, bon, si on le veut, on peut changer. C'est une question de politique. La politique, ce n'est qu'une question de volonté. Moi, quand je suis arrivé élu à Toulon, je m'occupais d'urbanisme. On avait un règlement d'urbanisme qui était complètement délirant sur la protection du centre ancien. On m'a dit, vous ne pouvez pas, il y a un règlement. J'ai dit, ben, le règlement, s'il n'est pas bon, on le change. Parce qu'on n'est pas au service d'une politique, d'un règlement, c'est le règlement qui est au service de notre politique. Et la zone de protection du patrimoine, qui en principe était intouchable, on était la première ville de France à la refaire. Et moi, je soutiens des hommes politiques et je suis des hommes politiques qui ont cette envie de tout changer et de tout apporter comme ça. Vous avez bien souligné qu'on perdait des actifs, des équipes de foot, des data. Bon, je prends le chemin de la Grèce, où les Allemands sont propriétaires des 14 principaux de Mais à nous de changer les choses, et ça sert à ça, la politique, ça sert à changer les choses quand ça va pas. Alors si c'est pour se vendre à plus leur vendre l'Europe du Sud à l'Europe du Nord. Alors vous disiez qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé pendant la campagne. Il y en a une qui est terrifiante, dont on n'a jamais parlé. C'est l'environnement. On n'a pas parlé d'environnement. On a entendu parler d'environnement pendant la campagne, rien du tout. Alors l'environnement, c'est quand même une cause qu'on doit tous porter, même si on n'est pas écologiste. La conscience écologique, elle doit être diffuse alors. Moi, je crois que ce qu'il nous faut pour demain, c'est mieux consommer, c'est consommer moins, produire mieux et recycler. L'objectif, c'est zéro déchet. Du point de vue énergétique, il y a 3 grands points de consommation énergétique que l'on peut réduire. Il y a l'habitat, tout d'abord, et on sait que déjà les normes ont évolué en termes d'isolement, mais qu'on peut arriver à des maisons qui sont en équilibre complet, qui sont autonomes du point de vue énergétique, qui ne consomment pas d'énergie. Le problème de ces maisons, c'est qu'elles coûtent très cher. On n'arrive pas à les amortir. Mais on peut être intelligent, on peut être un petit peu finot. Il y a dans nos régions, par exemple, comme la nôtre, moi j'ai développé, quand j'étais sur lieu, des projets de maisons écologiques de type méditerranéen. On sait que si on renforce les isolations, et les isolations c'est très simple, vous savez, c'est la maison du petit cochon.
fait de briques, de bois et de paille, grosso modo, dans la construction des maisons. On arrive à produire des maisons à coût équivalent et amortissement équivalent, qui vont être complètement autonomes pendant plus de 95% du temps. C'est-à-dire qu'une semaine et demie par an, on va manquer d'énergie pour l'équilibre de cette maison. Ben là, il suffit de rajouter 2 ou 3 convecteurs électriques que vous allez allumer pendant 8 jours dans votre maison, et vous aurez une maison qui sera très peu consommante d'énergie et qui sera extrêmement écologique pour un coût tout à fait absorbable. De la même dernière, sur les déplacements. Les déplacements, bien sûr, on propose des tas de techniques nouvelles, mais le plus intelligent, c'est peut-être de reconstruire la ville d'une manière différente et qu'on habite, on travaille et on consomme au même endroit. Et qu'on crée des quartiers où les gens peuvent tout faire dans ce mode de vie, et non pas habiter à bout de la ville, aller dans une grande surface à votre bout, aller travailler au 3e. Ça bouffe de l'énergie. Et dans les modes de déplacement, bien sûr, tout ce qui est les tramways qui soient sur rail, surtout, on ne va pas rentrer dans ce débat, sont fondamentaux, sont absolument importants pour développer tout ça. Et on doit, bien sûr, défendre les voitures propres. Alors les voitures propres, les voitures électriques, c'est très bien. Et c'est à condition que l'électricité ne soit pas produite par du charbon allemand, qui produit du CO2 à tour de bras. Et on peut avoir des projets, et il y a pour les grands constructeurs en monde, de voitures qui consomment juste 1 litre au 100. Donc une voiture qui vend juste au litre au 100, on peut avoir une réduction considérable des pollutions qui sont produites à l'heure. Et développer la pile à combustible. Les piles à combustible. La création des piles à combustible. par les panneaux solaires. Ou même dans le nucléaire, on a bien sûr la fusion qu'on attend tous avec espoir, on a aussi des tas d'isotopes différents qu'on n'a jamais utilisés, qui produisent très peu de déchets nucléaires et qui peuvent nous permettre d'attendre le temps de la transition écologique vers les manières tout à fait propres, sans produire de CO2. Parce que l'urgence à l'heure actuelle, c'est la production du CO2. Et en France, le nucléaire, qui n'est pas une fin, est une solution transitoire pour attendre autre chose. Et on peut avoir des solutions transitoires qui s'améliorent. Les 37 fer des isotopes qui se détruisent en 1 semaine ou 15 jours. Ça n'a rien à voir, c'est totalement différent. Et là, on a vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, je ne vous aborderai pas quand même à Toulon le problème des boucles agricoles, parce que Toulon, la circonscription, au point de vue agricole, à part le vin qu'on fait du côté du Gabouin, il n'y a vraiment pas grand-chose. Mais quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un vrai problème, la production de ces boucles courtes. C'est-à-dire qu'on veut produire juste à côté de là où on est. Parce que quand vous prenez le territoire de TPL, n'est autosuffisant dans son alimentation qu'au niveau de 20%. Donc il y a 80% de ce que l'on mange sur TPL qui vient de l'extérieur. Donc obligatoirement, ça doit nous amener dans l'avenir à avoir des visions différentes par rapport aux terres agricoles, à leur positionnement. Et on a vu dans tout tas d'études, même le développement de petites cultures agricoles individuelles, même au sein des villes. Et je pense que ça, c'est l'avenir. Est-ce qu'il y a un autre thème que vous voulez qu'on aborde? Ben, vous disiez pendant la campagne présidentielle, il y a un autre sujet dont on n'a jamais entendu parler, c'est le handicap. Oui. Ça me semble important aujourd'hui. Le handicap, bon, en tant que médecin, je suis obligatoirement sensibilisé. Hein. Je le fréquente et je le croise toujours. J'ai le bonheur de ne pas le subir, mais je me suis occupé de beaucoup de gens qui supportent des handicaps. Alors, d'abord, il y a eu un tournant. C'est dans les années 75, les premières lois ont évolué, ont apporté des solutions beaucoup plus importantes dans le handicap. Moi, je crois que le handicap, bien sûr, on a besoin de changements législatifs plus importants à l'heure actuelle, notamment pour l'accessibilité, où c'est encore totalement insuffisant. Mais je crois que c'est surtout le regard de l'autre qui doit être changé. Et culturellement, on peut avoir un petit peu d'espoir. On le voit à travers des séries télé qui sont en train de sortir, un certain nombre de films qu'on a vu sortir ces dernières années, où tous dans notre société, on commence à avoir un regard différent. Et vous savez, il ne faut pas être naïf, hein, les gens, pourquoi ils commencent à avoir un regard différent? Parce qu'ils savent qu'ils vont tous vieillir. Et qu'un jour, leurs capacités vont devenir limitées. Et que le handicap, nous tous, on le connaîtra probablement un jour. Donc quand on sait que ça vous concerne, et que ça ne concerne pas que le voisin, on est beaucoup plus ouvert à évoluer vers tout ça. Donc moi je crois qu'en sur lequel on a une évolution de civilisation, et je crois que par exemple les adaptations matérielles d'activité qu'on fait, on ne les fait pas quand même pour les handicapés qui sont classés handicapés, on le fait aussi pour toutes les personnes qui prennent de l'âge et qui commencent à avoir des difficultés de déplacement. Et ça c'est tout à fait fondamental. Alors après il y a le problème de l'accès au travail, qui est un problème majeur. Là c'est pareil, hein, je veux dire, tant qu'on n'aura pas changé les états d'esprit, on a beau mettre des lois qui sont déjà relativement coercitives, mais qui pour la plupart ne sont pas respectées. Puis les gens, souvent, préfèrent payer les amendes que se poser quelques difficultés. Alors qu'il suffirait qu'ils regardent les choses d'une manière un petit peu différente. Je ne sais
sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui. Ma question va concerner le ministère de la Justice. Les lois Taubira sont ce qu'elles sont, mais il faut les supporter. D'autre part, la justice est très lente dans ce pays. Doit-on augmenter le nombre de juges? Parce que bon, c'est catastrophique. Et les Français ont l'impression aussi que les politiques ne sont jamais condamnés. Alors certes, certains ont été vite condamnés. La France, en 2013, a été condamnée 11 fois pour la lenteur de sa justice. C'est énorme. Donc c'est évident que la justice, indiscutablement, a besoin de moyens. On a des juges qui ont plusieurs centaines de dossiers qui gèrent en même temps. On n'arrive même pas à imaginer comment ils peuvent faire. On a tous des petits problèmes de procès autour de nous, des petites choses toutes simples qui mettent des années à se résoudre. Voilà, c'est pas normal. Donc moi je pense que bien sûr il faut donner des moyens. Mais aussi, vous savez, les moyens ne sont pas extensibles. Hein. Il va falloir en avoir pour l'armée, il va falloir en avoir pour la sécurité, la culture du clan, le handicap, tout le monde. On sait que demain, on va être obligé de faire plus avec moins. Donc il faut injecter de l'intelligence dans tout. Au niveau de la justice, déjà, il y a une solution. C'est au lieu de courir après un certain nombre de petits délinquants et d'encombrer les palais de justice avec ça, transférer ça au niveau de l'amende, ça peut être tout à fait amélioré. Moi, je crois que l'État doit se reconcentrer sur ces trois fonctions régaliennes que sont la police, la justice et l'armée. Et le reste, je dirais, se négocier dans sa relation par rapport à l'État. Et peut-être que l'État doit s'occuper d'un petit peu moins de choses. Moi, je pense que l'État, il faut le réformer en profondeur. Moi, je trouve que déjà, à la base, le quinquennat est une erreur, qui est une confusion entre président et Premier ministre. Je suis totalement pour une idée qu'a eu Mitterrand, mais qui ne s'est jamais appliquée, c'est le septennat non renouvelable. Je pense que le septennat renouvelable associé à une présidence du Conseil constitutionnel pendant 9 ans qui suit pourrait déjà assurer une fonction tout à fait pérenne pour donner de la stabilité au président. On redonnait du coup du pouvoir au Premier ministre avec une équipe resserrée. Alors on en a eu 15 aujourd'hui, donc un conseil secrétaire d'État, ça fait beaucoup. Moi je trouve que 12 c'est pas mal aussi, on pourrait faire très bien. Et au niveau du Parlement, je pense il faut réduire le nombre de parlementaires, tant à la Chambre qu'au Sénat. Et peut-être qu'il faut leur donner des fonctions un petit peu différentes. Tout à l'heure, je vous parlais du rôle du député de fabriquer la loi. Moi, je pense qu'elle est mal fabriquée. Quand on fait une loi, on n'évalue pas les textes qui existent. On rajoute une loi sur une loi sur une loi sur une loi. Moi, je pense qu'il devrait y avoir des comités techniques surveillés par les commissions parlementaires qui veillent à ce que les nouvelles lois qui sont créées ne soient pas ni en compétition, ni en association, et qu'on aboutisse à une vraie simplification de la législation qui est la base de la démocratie. Deuxième élément, une loi, au bout de 4-5 ans, on devrait évaluer si elle est efficace, si elle marche, si elle fonctionne. Ça pourrait être le rôle du Sénat. Et troisième élément, c'est que quand les décrets d'application ne sont pas sortis... Là, c'est passé 2 fois. J'ai travaillé avec des sénateurs. Je crois que le sénateur, c'est un métier très confortable, très bien rémunéré, mais dont on se pose des questions sur l'utilité qu'il représente. Alors, ça, c'est un aspect. Donc, réduction, voire suppression de certaines institutions, et puis ensuite les collectivités territoriales, la réforme est en cours, elle n'a pas été menée à terme, il y a une superposition, enfin un millefeuille, enfin, c'est un sujet complexe. Hein. Tout à fait. Je pense que ça figure au niveau de vos préoccupations, enfin il y a sûrement un effort à faire. Depuis des années, la seule chose qu'on essaie de faire, c'est de passer des coups de rabot. C'est-à-dire qu'on ne remplace par exemple qu'un départ à la retraite sur 2, qu'on veut enlever 10%, certains annoncent 100 000, 200 000, 300 000 fonctionnaires qu'on va faire disparaître. Je pense que c'est avec des décisions de cet ordre-là qu'on se retrouve à réduire le nombre de fonctionnaires de police alors qu'on en a de plus en plus besoin, à réduire le nombre de médecins dans les hôpitaux alors qu'on commence à en avoir de plus en plus besoin. Moi je crois que ce n'est pas par des systèmes de rabot qu'on fera des économies. On fera par une remise en forme de la fonction publique et d'ailleurs de ses rôles à redéfinir dans un certain nombre de et de redéfinir la structure publique. Par exemple, dans un département, on a la filière départementale, on a la filière de l'État. On a 2 services parfois qui font la même chose. Au niveau de la région, du département, ou des communes, ou des agglomérations, on a parfois des doublons. C'est ces doublons qu'il faut faire disparaître. Donc en dessous des députés qu'on peut réduire, du Sénat, peut-être pas le faire disparaître, mais avoir des vraies fonctions de surveillance, comme je disais, des vraies commissions parlementaires comme on connaît aux États-Unis, mais ils n'ont pas besoin d'être 400 pour ça. Ils seraient une centaine, ça suffirait largement. Ils ne sont pas plus nombreux aux États-Unis pour un continent entier. Voilà. Et je pense qu'au niveau, par exemple, territorial, il
il y avait une idée géniale, hein, c'était une idée de Fillon, c'était le conseiller territorial. C'est-à-dire, vous étiez élu sur un petit territoire, et là vous représentiez votre territoire au département et à la région. Donc on aura abouti progressivement et en douceur à la fusion des départements et des régions. Les départements seraient devenus des segments de régions, comme les communes deviennent des segments d'agglomération à l'heure actuelle. Et on aurait pu, à ce moment-là, générer des économies d'échelle et réduire un certain nombre de coûts. Malheureusement, ça a été arrêté au bout. Mais par contre, ce dont on ne vous parle pas à l'heure actuelle, c'est qu'on vient de rajouter encore une étape. On a rajouté l'étape de la métropole, qui est une très très bonne idée, la métropole. C'est-à-dire qu'on concentre dans une grande ville et son agglomération les pouvoirs de la commune, de l'agglomération, du département et de la région. Ça donne une cohérence, une action. Mais au lieu d'en faire une dizaine, comme on avait au début, on en est à 22 maintenant. Alors qu'on vient de réduire le nombre de régions à 12. Alors d'un côté, on réduit à 12, et de l'autre côté, on met 22 métropoles. Et qu'est-ce qui va se passer dans les régions, dans les départements, hors des métropoles? Ben, personne n'en parle. Personne n'évoque le sujet. Qu'est-ce que ça va être le Var quand Toulon sera une métropole? Qu'est-ce que ça va être la région PACA quand Marseille, Nice et Toulon seront des métropoles? Voilà. Donc ça, on a vraiment besoin, je ne suis pas contre le principe de la métropole, mais on a besoin de mettre les choses en phase. À l'heure actuelle, le découpage département, région et métropole ne sont pas en phase. Donc il faudra les compléter. Pour ma part, je pense qu'il faudra garder les métropoles, il faudra relisser tout le reste et tout le mettre en cohérence. Pour ce qui est des décisions, je parlais tout à l'heure du conseil territorial, et à ce propos-là, je suis un fervent opposant des scrutins de liste, parce que les scrutins de liste, c'est les partis, alors que les individus, ça représente un territoire, ça représente des gens. Prenez un exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui connaît ces députés européens? Les députés européens, ils ont été nommés par des partis, vous les connaissez même pas. Les conseillers régionaux, on les connaît vaguement parce qu'ils ne sont pas trop loin, mais encore pas très bien. Mais par contre, généralement, votre conseiller général, votre député, vous le connaissez. Voilà. Et donc ça, je pense que c'est une grosse différence. Et je crois que quand on parlait de la réforme de la vie publique, le fait de connaître les élus, d'avoir un élément de proximité, ben c'est aussi important que les grands contrôles, que les grandes commissions peuvent mettre en place. C'est tout aussi performant. D'autres thèmes? Il y a aussi le... Il y a madame qui avait une question. Au fond, madame. Oui. Ah, oui. Oui, on sait qu'une société heureuse est une société qui a su donner à ses enfants une éducation solide, une instruction adaptée. Et je voulais savoir ce que vous pensiez, comment vous pensiez concilier ces deux thèmes que sont l'éducation d'une part et l'instruction d'autre part dans un gouvernement dans lequel vous seriez associé. Alors, autrefois, c'était le ministère de l'Instruction publique. Maintenant, c'est devenu le ministère de l'Éducation nationale. Alors, c'est l'air du temps. Alors, est-ce que l'école est là pour se substituer aux familles? C'est un grand débat. Hein. Il y a des familles qui sont contre, parce qu'ils ne veulent pas que l'école, même républicaine, leur impose n'importe quoi, et c'est ici. Il y a aussi le rôle de l'école républicaine, c'est donner des chances à tous. Et quand on a une famille déficiente, c'est bien d'avoir des maîtres qui soient là pour vous tirer vers le haut et vous amener plus haut. Moi, je pense qu'on a un gros problème à l'heure actuelle, c'est que, pour moi, je pense qu'il est difficile de penser que l'école ne s'intéresse pas au devenir professionnel de ses élèves. À l'heure actuelle, on sait que les gens qui sont éduqués, instruits, qui ont des diplômes, trouvent plus facilement des emplois que ceux qui n'en ont pas. Donc, il y a bien une corrélation entre les deux. Et donc, je pense qu'on a besoin d'une réforme plus importante de l'éducation nationale, et personnellement, je suis pour la décentralisation. On a décentralisé pour les moyens matériels. La région s'occupe des lycées, le département s'occupe des collèges, et les villes s'occupent des écoles. Je pense que du point de vue enseignement aussi, ça serait très important qu'on décentralise. Je suis pour l'autonomie, je suis pour l'évaluation, et je crois que c'est des choses qui doivent faire avancer. Quand on en parle avec les enseignants, ils ne sont pas contre. Hein. L'évaluation, ils aiment bien. Hein. Ils aiment bien les choses positives. Hein. Là, j'ai rencontré, pendant la période des élections présidentielles, on ne s'est pas arrêté de travailler, on a rencontré des syndicalistes, des responsables d'associations. Je pense que ça les intéresse aussi. Je crois qu'à l'heure actuelle, il faut que les gens sortent du primaire en ayant acquis ce qu'on appelle les fondamentaux, écrire, lire et compter. On oublie qu'il y a un fondamental peut-être qui serait bien d'apprendre très très tôt, c'est quand même peut-être l'éducation civique. Hein, et je pense que la citoyenneté, ça s'apprend très très tôt. Peut-être un peu la morale, mais ça peut se discuter ça selon les modes de pensée des uns ou des autres. Et je crois qu'après, au collège, moi je suis relativement contre le collège unique, je pense qu'on pourrait avoir un socle commun et quelqu'un ait des orientations.
après des tendances et qu'on puisse choisir. Alors, arrivé au niveau du lycée, je pense qu'à ce moment-là, c'est là où on peut orienter les gens vers des filières professionnelles qui doivent être valorisées. Je siège à l'heure actuelle dans un conseil d'administration d'un lycée professionnel. Je vous assure qu'il y a un boulot remarquable qui est fait dans ces endroits-là, et c'est toujours un plaisir d'y aller et d'y siéger. Et ensuite, il y a l'université. Alors l'université, je crois qu'il faut renforcer la sélection un petit peu à l'entrée, parce qu'on laisse des gens s'entasser en première, deuxième année qui n'aboutissent en rien à aucune formation. Et je ne trouve pas en quoi c'est choquant de parler de sélection à l'université, alors qu'à l'heure actuelle, elle existe dans les filières professionnelles, tant pour les BEP que pour certaines filières techniques et professionnelles. Et justement, ça permettrait là, intelligemment, de dégager des moyens pour l'université, des moyens qui sont utilisés à rien, à ne produire aucun avenir pour les enfants. Je crois qu'on pourrait mieux orienter les gens. Voilà. Et si vous voulez, cette filière que je montre qui peut paraître un peu plus carrée, parce que à l'heure actuelle, moi je pense qu'elle ne peut fonctionner que si on propose aux gens quelque chose qui n'existe pas en France, quasiment, qui existe beaucoup aux États-Unis, c'est la deuxième chance. C'est-à-dire que celui qui à un âge donné n'a pas été motivé, ne s'est pas investi, peut-être que 2, 3 ans après, ou 10 ans après, il sera motivé, il aura toutes les raisons pour s'investir dans des formations et des choses qu'il n'a pas faites à l'époque. Je pense que cette deuxième chance, c'est un élément fondamental pour l'évolution de notre société, et rattraper tous les décrocheurs. Les décrocheurs, ils sont au lycée, ils ne sont pas avant les décrocheurs. Ce qu'on appelle les décrocheurs, il y a un travail très important à faire à ce niveau-là. Bon, alors ils peuvent peut-être décrocher pendant quelques temps, mais quelques années après, ils ont des motivations, ils veulent monter une famille, ils se rendent compte qu'ils ont fait des bêtises quand ils étaient plus jeunes. Et on a tous fait des bêtises quand on était plus jeunes. Bien, quelques années après, ça peut vous changer votre vie, on peut avoir le droit de se rattraper une deuxième fois. Voilà. D'autres thèmes? Oui, Ben. Moi, je suis donc dirigeante d'entreprise sur l'agglomération toulonnaise et j'aimerais savoir ce que vous comptez faire sur les arrêts maladie qui impactent beaucoup les sociétés, d'une part. Et deuxième part, c'est aussi les salariés qui ne souhaitent pas travailler plus parce qu'ils perdent leur travail. Qu'est-ce que vous comptez faire? Alors, pour ce qui est des arrêts maladie justifiés, il n'y a pas tellement d'autres choses à faire qu'à multiplier les contrôles. Bon. On avait mis plusieurs journées de carence dans la fonction publique immédiate, les arrêts maladie ont remonté. À un moment, le bon sens doit peut-être perdurer. Je crois que c'est un élément non négligeable. Et la deuxième partie de votre question, c'était C'est les aides. Alors, je trouve qu'en France, on est beaucoup aidé, c'est très bien. On peut avoir une difficulté à un moment donné, c'est très bien qu'on soit aidé. Et c'est vrai que moi, par exemple, qui suis dans les services à la personne, les salariés ne veulent pas travailler parce qu'ils perdent leurs aides. C'est évident qu'en France, depuis des décennies, on a fait le choix du chômage plutôt que le choix de l'emploi. On critique bien sûr les emplois mal payés qu'on connaît en Allemagne et tout, mais c'est un choix stratégique. Le travail génère le travail, l'emploi génère l'emploi, l'activité économique génère l'activité économique. On a décidé de distribuer des aides sociales sans contrepartie et sans éléments. Il va falloir se poser ce genre de questions. Il va falloir se les poser d'une manière intelligente et positive. Il va falloir les poser d'une question suffisamment souple pour que ça soit acceptable. Je pense qu'on peut avoir des accompagnements pour tous ceux qui font des efforts et qui les aident. C'est indiscutable. Je pense que ceux qui exagèrent, s'ils existent largement, sont relativement minoritaires par rapport à ceux qui sont dans la difficulté. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup et il y en a trop. Mais le danger, c'est de ne pas pénaliser les gens sérieux qui ont des difficultés. Voilà, c'est toujours ça la vraie difficulté. Donc moi, je suis pour qu'on soit un petit peu plus coercitif, mais un peu plus, je dirais, accompagnant en même temps, les deux à la fois. Et on ne peut pas faire que l'un ou que l'autre. Il faut faire les deux. D'autres questions? Si on parle un peu de la sécurité. Ah, la sécurité. Alors, est-ce que vous trouvez que le monde il est plus dangereux depuis les tours jumelles? Voilà. Moi, je ne crois pas qu'ils soient beaucoup plus dangereux, parce que les rapports de force, ça a toujours été ça. À l'heure actuelle, on est confronté à un problème majeur qui est le terrorisme international, qui est né largement de la crise en Syrie et des problèmes que l'on est dans nos quartiers, dans nos banlieues, dans certains endroits. Voilà. Et les deux sont liés. Alors, pour l'étranger, il faut changer de politique internationale. Il faut peut-être commencer à discuter avec des gens avec qui on ne voulait pas discuter. Les deux exemples, c'est la Russie et l'Iran. Et discuter, ça ne veut pas dire être d'accord. Et discuter, ça ne veut pas dire céder à n'importe quoi.
peut-être ouvrir un dialogue pour qu'on puisse ensemble résoudre quelque chose. Peut-être qu'il faut être plus vigilant avec certains des gens qui sont nos amis, les Turcs, qui ont parfois un comportement un petit peu surprenant, l'Arabie saoudite ou le Qatar. Donc, ça c'est la résolution internationale et je pense que ça va se régler dans les mois ou dans les années qui viennent. Par contre, on a un problème local de sécurité indiscutable parce que c'est vrai que ces terroristes viennent recruter dans nos banlieues chez des jeunes qui sont en fin de course, souvent un petit peu délinquants, qui n'ont plus d'avenir et qui cherchent une sortie glorieuse, entre guillemets, pour pouvoir sortir de là. Alors là, c'est un travail très difficile. Je pense que, il faut mettre des moyens en route, des moyens techniques, des moyens informatiques, pour montrer des systèmes informatiques. Peut-être concentrer, vous savez qu'à l'heure actuelle, quand le président de la République réunit les gens sur la sécurité, il réunit 22 organismes différents. Peut-être avoir un pôle central, on en parle un peu ces jours-ci, j'espère que ça va se faire, un pôle central de sécurité qui dirige et qui amène tout ça. Ensuite, il y a, pour la sécurité qu'on connaît au quotidien, qui est la nôtre, moi je suis pour le principe de délinquance zéro. Il y avait Giuliani, un maire italien de New York, qui a su faire ça. New York, c'était impossible. On ne pouvait pas filer dans une rue sombre sans se faire agresser ou se faire voler. Mais en quelques années, il a su. Je crois que toute anomalie, toute délinquance doit obtenir une section, pas obligatoirement considérable, mais au moins chez un gamin de 14-15 ans qui fait une erreur, qui est une petite section au moins symbolique, un petit travail, je dirais, collectif à faire ou quelque chose, pour qu'il n'y ait pas des gens qui soient restés sans réponse. Je pense que quand tout jeune, on apprend à ne pas sortir des coups de la société qui est la nôtre et des équilibres de rapport entre les gens, mais au bout d'un moment, on solutionne beaucoup de choses. Après, il y a le problème qui est le vrai problème souvent dans nos quartiers, c'est les multirécidivistes. On se dit, ah, celui-là, c'est connu des services de police. Il a été condamné 14 fois. Bon, il est vraiment bien connu. Ça, c'est inacceptable. Il faudra résoudre ce genre de problème. Sans revenir à la relégation qu'on connaissait, qui a envoyé Papillon au bail de Caen, il ne faut pas non plus sombrer dans l'excès, mais entre les deux, on peut trouver des solutions peut-être plus adaptées. Mais est-ce que vous pensez que les hommes politiques laissent quand même la police faire leur boulot? Ah ben, écoutez, moi je crois que j'ai quelques contacts dans la police et des gens qui s'occupent de la santé de la police un petit peu. Moi je crois que si on ne se met pas à s'occuper un peu de nos policiers et à les protéger, demain on n'en aura plus. Il ne faut pas se faire d'illusions. Les gens qui ont envie de s'investir pour notre sécurité, il faut qu'on les respecte, il faut qu'on impose le respect par rapport à eux. Si dedans il y a des brigades, c'est évident qu'il faut traiter les brigades comme il se doit. Je pense que je crois que les Français, globalement, ils sont prêts. C'est une petite minorité qui appelle à la haine de la police. Et d'abord, c'est suicidaire. La police, c'est la police de la République qui répond aux intérêts de la police. Vous savez, dans un quartier qu'on appelle difficile, souvent, il y a des tas de gens très bien qui vivent. Il y a des petites mamies qui rentrent dans la terreur primaire. Et il y a quelques groupes d'individus simplement qui vont la paniquer. Et c'est toujours les mêmes. Et généralement, on sait qui c'est. Donc, c'est pas très difficile si la politique, c'est de la volonté. Après, les décisions techniques, ça se décline avec les fonctionnaires. Le politique, c'est celui qui estime la volonté. Moi, je suis sûr. Oui. Comme député, que comptez-vous faire pour améliorer l'égalité des droits en matière pour les femmes, l'égalité des droits au travail pour les femmes, entre les femmes et les hommes? Alors, moi, je viens d'un milieu professionnel où il y a une stricte égalité entre les hommes et les femmes. Dans l'hôpital où je travaille, il y a 85% de femmes et 13% d'hommes. Alors jusqu'à l'époque, autrefois, traditionnellement, c'était les infirmières et les médecins des côtés. Maintenant, il y a plus de médecins femmes que de médecins hommes. Donc je vis dans un milieu où je ne ressens pas personnellement et viscéralement ces genres de difficultés, ce qui n'empêche pas qu'elles existent, bien sûr, d'une manière active dans la société. Je crois que là, c'est pareil. Il y a les lois, il y a les états d'esprit. L'état d'esprit des jeunes est en train de bouger à une vitesse grand V. Nous, on est encore un peu passifs et assis sur nos habitudes et réactionnaires. Je crois qu'il faut avoir... La parité est un élément intéressant. On se rend compte qu'il n'est pas suffisant, M. le Parlement. Donc je crois que c'est un combat du quotidien. C'est bien sûr un combat législatif, mais déjà la loi est assez active. Mais je crois que c'est là aussi c'est plus un combat d'idéologie. On peut porter, c'est pas, le député peut porter des combats idéologiques, pas que des combats législatifs. Voilà, mais c'est souvent en termes de rémunération. Ah oui, mais là, il faut définir des textes clairs, à travail égal, salaire égal, ça se discute même pas. Le problème, il est plus compliqué que ça, souvent, c'est que la maternité crée un problème de décalage dans le rythme de la carrière et déstabilise la carrière des femmes par rapport aux hommes. Alors que les hommes se décident un peu à garder les enfants à la maison. Ou
on leur propose des solutions pour le faire, peut-être aussi. Juste sur ce point-là, il y a quand même quelque chose, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. La loi, elle prévoit quand même l'égalité et la parité homme-femme. Et ce qui est intéressant, c'est quand on voit ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors c'est vrai que notre président de la République avait dit que ça serait la grande cause nationale, l'égalité homme-femme. On s'attendait à ce que, enfin moi je m'attendais à ce qu'on ait un Premier ministre femme en un an. Et surtout, alors ce qu'il fait, c'est qu'il nomme quand même 11 ministres femmes et 11 ministres hommes, sauf que c'est pas les mêmes ministères quand même. Ça veut dire au niveau importance, on voit quand même qu'il y a une petite différence. Mais en fait, c'est toujours pareil. L'égalité homme-femme existe, c'est-à-dire que ça y est, on y est arrivé, mais le problème, c'est la mise en œuvre. Et puis on voit aussi que, alors c'est au niveau bien sûr de la qualification et je dirais professionnellement, une femme monte moins vite qu'un homme en carrière. Et puis après aussi au niveau dans la société, c'est très difficile pour une femme quand elle est en situation de précarité, c'est très difficile quand une femme elle est agressée, elle est obligée d'aller déposer plainte, etc. Donc il y a tout un tas de séries, un état d'esprit, mais alors que ce qui est dommage, c'est que les textes existent. Et je pense qu'à ce moment-là, comme disait Philippe, il y a une mise en œuvre, je dirais, qui appartient justement à l'exécutif de mettre en œuvre des moyens pour que cette législation qui existe soit mise en place. Alors, ça peut être le quota, ça peut être à ce moment-là des contrôles plus effectifs. Il y a tout un tas de mesures qui peuvent être choisies. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de pas mal de thèmes. Je vous remercie bien sûr d'être venu ici. Ce que je voulais dire, c'est que avec ce à quoi on a réfléchi avec Brigitte et ce que l'on propose au tout modé, on va leur exposer notre expérience et notre confiance. Je crois qu'elle est déjà très bien accueillie. En faisant le tour de la ville, on se rend compte qu'on a besoin de cette liberté que l'on offre et de cette initiative. Je suis heureux de voir dans cette salle ce soir des gens qui sont venus tout à fait volontairement. Il y a quelques temps, il y en a qui étaient là beaucoup moins spontanément et qui la remplissaient. On avait beaucoup d'élus de la ville, beaucoup de fonctionnaires qui étaient présents. Voilà. Moi, je crois qu'on vit en ce moment une période de campagne qui est un petit peu particulière. Hein, c'est l'ubérisation de la campagne, largement. Voilà, nous on se bat pour des idées, pour des valeurs, pour quelque chose d'important. Je sais que cette volonté de renouveau, cette volonté de transparence de la vie publique, cette volonté de se battre par des causes jusqu'au bout, d'être un député présent sur le terrain et actif, et comme je disais, élu et pas nommé, c'est quelque chose que les gens ressentent profondément à l'heure actuelle dans tout. Alors beaucoup n'expriment pas, parce qu'ils sont en situation de fragilité. Voilà. Donc ils ne peuvent pas être là. Ils ne peuvent pas venir vous le dire. Moi, ils me le disent à moi. Et moi, je le sais. Et j'apprécie leur soutien, parce que même s'il se fait en souterrain, je sais qu'il est très actif. Voilà, on va continuer la campagne. On fait une réunion la semaine prochaine au navigateur sur Port-sur-Saint-Rudy. Surtout, on va faire une grande réunion terminale qui sera 3 jours avant les élections, le 8 juin, à l'Union patronale du Var. Ça sera notre grand meeting qui sera organisé à ce moment-là. N'hésitez pas à venir nombreux, à amener beaucoup de monde. On essaie de médiatiser notre action le plus largement. La presse d'abord, je vous remercie d'être là. Puis on a un site internet, philippesens2017.fr. Allez-y souvent. Allez sur Facebook, allez sur Twitter, on y est aussi. Relayez tout ce que vous voyez. On a réalisé des documents, vous verrez, qui sont sur les chaises et j'espère qu'ils vous plairont. Voilà. Et on est bien sûr entièrement à votre disposition pour les questions. Voilà, on va se battre pour gagner. Nous on y croit parce qu'on sait que c'est tout à fait faisable. Dans l'orientation qu'on s'est donnée, dans la liberté de parole qu'on s'est donnée et dans la liberté de combat. Je crois que les Toulonnais méritent d'être bien représentés, d'être représentés selon leurs idées, et pas parce qu'on leur dit de voter pour un tel ou un tel. Je remercie tous d'être venus, et là maintenant, comme il a fait bien chaud, on a prévu de quoi boire un petit peu, il y a de l'eau et des jeux de fruits,